Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc ici, on va faire une injection des processus via des kernels callback table à partir d'une analyse de malware écrit en C++. Donc bonjour, passionnés de cybersécurité, d'hackers blancs et de tout le monde qui est intéressé de près et de loin par la cybersécurité. Donc cet article est le résultat de mes propres recherches sur une des techniques d'injection de processus usurpant la FN copy data et valeur canal callback. Donc ça c'est la recherche que lui il a fait. Ou aussi ça a été largement documenté hein, d'après certaines vulnérabilités. Il me semble que les vulnérabilités sur certains drivers d'imprimantes ont utilisé ce genre de choses. Donc on va examiner cette technique. Alors, il y a la table, le callback de rappel du noyau. Donc ceci là, moi je vais le faire à partir du logiciel qui a déjà été compilé, car sur les nouvelles versions de Windows 10, il y a des protections qui ont été mises et des tables de symboles de débugage qui ont été supprimées. Donc je ne pourrais pas avoir tout ceci si je vous mets directement en mode kernel. Donc je vais faire ceci. Donc en fait là on va dire qu'il est déjà compilé. Si vous voulez refaire exactement ce que je fais, vous avancez dans la vidéo plutôt, jusqu'à temps que vous réussissiez à compiler le binaire, l'exécutable, et après vous pouvez le rattacher et faire exactement les mêmes manipulations que je vais faire. Donc là, je vais exécuter pent pour exécuter l'exploit. J'exécute l'exploit. Donc là, il y a mspen qui est mis. Donc là, on fait l'exercice à l'envers. On voit que mais où ça fonctionne. Donc tout fonctionne. J'exécute wingdb preview et j'attache le process de mspent ici là en PID 5656 et à partir de là, je vais dans les commandes, il me charge plutôt toutes les DL, tout ce qu'il faut. Et là, on peut commencer à regarder. Donc je peux faire un DTPB pour voir la table. Ici on retrouve le décalage là de 58. Donc normalement à 58 on retrouve ici là le kernel callback table qui est ici. Donc ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Alors de toute façon cette valeur là elle change pas hein, pour des aspects de rétrocompatibilité. Hein. Il faut toujours retrouver, il faut toujours que le système d'exploitation arrive à retrouver ceci au même endroit. Et après on va regarder sur le PB sur quoi ça pointe les kernel callback. Donc ça c'est cette partie là hein, qu'il faut qu'on compile le programme pour que ça fonctionne. Donc là cette valeur là on l'aura hein, sans compiler, mais c'est la valeur d'après où on aura des problèmes. Donc là, on l'a ici. Donc on a la bonne adresse. Et là, à partir de cette adresse-là, on va lister les 60 premiers mots. On va voir ce que ça donne. Donc on fait DKS pour voir. Alors je trouve cette technique-là, le fait de ne pas corriger les vulnérabilités, mais de les cacher, c'est un peu désespérant hein, de Windows de faire ça. Et là, on a les adresses et les tables de symboles qui tapent vers le user. Donc ça fonctionne. Donc ça se trouve, il ne le cache pas. Ça se trouve, c'est que en mode kernel, il nous empêche de voir le mode user aussi. Ça peut être une autre protection. Mais bon, c'est un peu débile de faire ça. Surtout si nous, on peut le linker en mode user, voir les mêmes informations. Donc là, on a ce qu'il faut. Et puis une fois que la vulnérabilité est connue, les personnes savent comment il faut faire. Donc par exemple, des fonctions telles que fncopy sont appelées en réponse de un wmcopy. En fait, ça veut dire que ça fait exactement la même chose que ça, c'est un message fenêtre. Donc en fait, ça fait fonctionner ceci. Donc cette fonction est remplacée pour démontrer l'injection. Donc on remplace fncopydata par wncopydata. Là, on a un exemple pratique. Donc on a plus de ces techniques suivantes. Tout d'abord, il faut inclure le ntddk H. Alors, il faut inclure soit mon GitHub, soit sur la Git de Cocomelon, parce que sur le Git, sur le DK normal, en fait, celle qu'on vous fournit, elle a été modifiée pour que ça compile. Donc, en fait, on a redéfini toutes les callbacks dessus, donc tout ce qu'on a vu, donc toutes les appels du kernel. Donc ça, on peut le voir. On peut le voir dans notre fichier, la structure, là. On redéfinit tous les points d'entrée sur les fonctions pour qu'on puisse s'accrocher dessus et les utiliser. Ensuite, il faut trouver une fenêtre MSPN pour obtenir l'identifiant. Alors, il faut faire gaffe, là, une petite tête, là, c'est en anglais. Suivant que vous avez mis comme langage sur Windows, ça sera par rapport à une fenêtre vide MSPN. En fait, il ne va pas trouver par rapport au processus, mais il va trouver par rapport au titre de la fenêtre. Par exemple, si je vous montre ici, si j'exécute pent, et là, en fait, c'est le sans-titre là qu'on voit ici, là, -pen, qui va chercher. Donc, par exemple, si je montre mon propre code qui a été modifié dans send Windows MS Paint dans le commentaire, là, on voit là, le nom HWND, là, LPSS string str. Ici, là, c'est cette valeur-là qu'il faudra changer. Hein. Si ça ne fonctionne pas chez vous, vous le mettez en français hein, ou en anglais si c'est en anglais. Sinon, ça
Sinon, il trouvera pas la fenêtre et ça fonctionnera pas. Il pourra pas injecter la charge utile. Donc là, grâce à ça, il va trouver le processus. Après cela, il va lire l'adresse PEB de la table existante. Donc il va charger le module NTDL. Et là, non, alors, donc on va voir. Donc là, il charge notre module NTDL. Là, il fait une requête pour récupérer les informations du processus qu'il a trouvé. Là, pareil, il récupère les informations, les process, etc. Il lit les informations par rapport à l'adresse de base et il lit aussi les informations du PEB du kernel callback. Donc après, une fois qu'on a les informations où il faut écrire et tout ça, là, on va écrire notre charge utile à la bonne adresse, processus distant via le virtual alloc. Donc on va exécuter de la mémoire sur le processus distant. Donc c'est ici, là, il va allouer de la mémoire sur le processus distant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il va exécuter sur une page qui soit en exécutable, lecture, écriture, hein, sinon ça ne fonctionne pas, hein, c'est comme d'habitude. Et une fois que ceci est fait, dans le processus de la mémoire, on écrit notre charge utile. Alors, notre charge utile qui permet d'afficher le message box, le pop-up avec Meo Meo. Donc comme il dit, nous utilisons VirtualAlloc qui nous permet d'allouer une mémoire tampon pour processus distant. Et puis on utilise aussi Write Process Memory pour copier les données dans le processus de nos charges utiles MSPen, donc qui est le processus qui a été trouvé par rapport au titre. Alors ici il écrit la nouvelle table du processus distant et après il met à jour le PEB. Donc c'est ici là. Par rapport à la variable LP-void, là, VirtualAlloc, là, hop. Donc là, sur le processus de la table distant, là, il alloue de la mémoire sur cette table extérieure. Donc pareil, alors là, c'est plutôt qu'en lecture, écriture. Une fois que ceci est fait, là, avec FN copy data, là, il copie ceci sur la bonne adresse pointeur, notre payload, et après il écrit ce process dans la mémoire. Après, il met à jour le PEB. Donc pour le mettre à jour, il écrit dans le processus mémoire l'adresse de base du PEB de kernel callback, donc il va être rappelé. Il déclenche l'exécution de la charge utile, donc avec CDS wdata 1, donc par rapport au message. En fait, c'est ici, donc en fait, il rappelle le message, donc le message box avec la bonne adresse, les données du message, etc. Et une fois que c'est fait, il envoie le message, donc c'est avec les bons paramètres, et il écrit ce processus dans la mémoire, et tout ça exécute. Ça exécute la charge utile. Donc, ici, pour restaurer le code d'origine, il faut vérifier s'il se rétablit normalement. Nous avons à rappeler 5 messages pour vérifier que le code ne s'exécute pas. En fait, il ramène une deuxième fois pour voir si ça fonctionne. Et alors, à la fin, il y a autre chose qu'il n'a pas expliqué là que je viens de voir. Ah oui, alors là, il libère toute la mémoire à la fin qui avait été allouée sur le processus distant, aussi bien pour le handle que pour le trade. Donc là, il faut bien les fermer et parce qu'en fait, si on fait pas ça, la mémoire se libérera jamais et ça peut créer des plantages ou ça peut laisser certains artefacts que les logiciels malveillants peuvent trouver aussi, hein. Et on ferme le handle proprement, hein. Et à la fin, on termine le programme. Donc ici, pour restaurer le code d'origine, ça on l'a déjà dit. Ainsi, le code c'est complet, notre malware est ça. Donc en fait, là j'ai le code malware complet, hein. Alors n'hésitez pas, hein, suivant la version Windows que vous êtes en français, anglais, avec Paint, la vérifier, hein, le titre là, de bien le changer suivant votre disposition, etc. Sinon ça va pas fonctionner. Alors, une fois que ceci est fait, il faut le compiler. Alors, pour la compilation, il faut faire super gaffe. Alors, pour la compilation, il faut ouvrir Alors, pour compiler, il faut ouvrir la fenêtre. Il y a quelques modifications à faire. D'abord, là, le i, là, le home, ça, vous mettez votre propre chemin où se trouve votre exécutable, hein, pas le sien ou le mien. Ça va pas fonctionner. Et on compile, donc on a des warnings, mais c'est pas grave. Alors par contre, par rapport au sien ou le mien, dans le code, vous avez fait une petite modification, ça trouve que vient modifier ne sert à rien, parce que moi j'ai mis entre guillemets entre codes, les NT, DDKSS pour dire qu'ils soient dans le même opératoire courant. Lui, il l'avait mis entre signes supérieur, inférieur, chevron, donc c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Normalement, une fois que c'est compilé, normalement, si on liste, on devrait avoir un fichier en hack.exe. C'est à partir de là que vous pouvez revenir au début de la vidéo et si vous voulez faire le débugage
du programme pour retrouver les adresses et les fonctions kernel callback, hein, si ça vous intéresse, hein, si vous prenez le temps pour apprendre des choses. Donc là, on va l'exécuter. Alors, avant de l'exécuter, il faut exécuter paint et après exécuter le programme. Alors, avant de faire ceci, on va utiliser process hacker, hein, pour voir sur quel processus on est. C'est intéressant. On fait paint. Donc là, on est sur un processus 5348 et on va exécuter notre hack.exe. Donc là, il n'a pas planté, ça a l'air de fonctionner. Alors, est-ce qu'on a... On a le message méo méo, donc c'est bon. Et lui, il dit qu'il trouve dans le processus méo méo. Voilà, donc ça, on va vérifier. Donc dans le process hacker, on clique 2 fois sur mspaint, on fait string, on fait OK, et on fait filter, on fait content, et on fait méo. Et là, on voit que méo méo apparaît plusieurs fois, donc en fait, ça bien été injecté dans la mémoire, dans le processus. Donc on voit que tout a parfaitement fonctionné. Une observation intéressante, lorsque je ferme méo, la fenêtre de la boîte de messages mspaint plante et est récupérée. Alors est-ce que ça fait ça? Ouais, là on voit que ça a bien planté, le debugger a été mis en route, donc ça veut dire que notre MS Paint a planté, mais il est réapparu, donc c'est bien ce qui a été dit. Et là, on peut aussi, avec Moneta, voir certains résultats si on a des messages d'erreur ou des choses qui ne sont pas normales. Donc, faisons comme lui, faisons cmd. Alors, moi je l'ai mis dans desktop. Donc on exécute moneta.exe avec en IOC, là on l'enlève et on met sur le processus 5348, le processus de peine. Et là on voit qu'on a quelque chose de mauvais dans le private, on a des choses qui sont anormales dans le private. Donc normalement il aurait dû jamais écrire là-dedans. On peut télécharger ce virus total pour voir ce que ça donne. Alors là, le problème, comme j'arrête pas de dire, en fait, c'est la charge utile est connue, donc ça arrête d'être détecté par beaucoup de moteurs d'antivirus. Donc là, on va choisir notre fichier. Donc là, on choisit le fichier, on fait confirme le upload, donc le téléversement. On le fait analyser plutôt. Et on voit qu'il y a beaucoup d'antivirus, de moteurs antivirus qui l'ont détecté. Il y en a 26 sur 72. Donc c'est pas... Il faudrait améliorer la charge utile. Nous, on n'a pas eu 7, mais 26 moteurs à 76 antivirus détectent notre fichier. Donc lui, il a eu un peu moins. Je pense que cela est dû au fait que la combinaison de virtualalog X et write process memory est très suspecte. Ouais, alors, comme on l'a dit sur les vidéos d'avant, ça, c'est maintenant c'est connu par tous les moteurs d'antivirus. Dès qu'ils voient ça, ils font des analyses assez poussées et bien connues, comme il dit dans les virus, des analyses logicielles malveillants des équipes bleues. Pas forcément des équipes bleues, hein, c'est des éditeurs antivirus. Si nous le souhaitons, pour un meilleur résultat, comme d'habitude, nous pouvons ajouter le chiffrement de la charge utile ainsi que d'obscurcir les fonctions clés ou combiner ces deux techniques. Alors j'espère que cet article fera connaître au Blue Team, donc aux équipes bleues, cette technique intéressante, ou même au Red Team, hein, ou à toute personne qui aime la cybersécurité. C'est pas forcément parce qu'on ne le met pas en place, hein, c'est rien qu'en tant que documentation, ça peut être très intéressant ceci, et c'est des techniques assez avancées. Donc ceci, c'est des cas pratiques à des fins pédagogiques, hein, uniquement, c'est pas pour faire des conneries, hein, c'est juste pour apprendre comment ça fonctionne, ou pour trouver des vulnérabilités et pas les exploiter, hein, c'est juste pour les corriger. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours, à mettre des pouces bleus, à vous abonner, ainsi qu'à cliquer sur la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.